C'est parti, on peut commencer. Tout le monde a de quoi noter, peut-être pas tout le monde, bon c'est pas grave, c'est juste un peu mieux parce que je donne pas mal d'informations. J'ai l'habitude de faire des conférences de 2 heures et les gens écrivent beaucoup. Mais là, comme on a 1 heure, j'ai essayé de faire rapidement. Bon alors, qui a entendu parler de la PNL ici? Levez la main, vraiment. Ok, très bien. Je demande parce qu'il y en a certains, ça peut paraître... voilà, c'est des initiales, des lettres, et c'est très abstrait. Alors, on entend souvent parler de l'hypnose. Eh bien, la PNL, c'est un peu de l'hypnose en conscience. De l'hypnose, mais vous êtes conscient. Pour vous définir la PNL, je devrais de toute manière faire un petit historique sur l'hypnose. Alors, PNL, c'est pas le groupe de rap, hein, c'est programmation neuro-linguistique. Programmation parce que on a tous des conditionnements dès l'enfance par rapport au socio-culturel, par rapport à notre vécu. Neuro, ça s'ancre dans nos neurones, voilà, comme son nom l'indique, et dans notre mémoire, pour après être remémoré plus tard dans certaines situations. Linguistique, parce qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Vous voyez une personne en face de vous, elle a un langage non verbal. Même si elle ne parle pas, sa façon de se tenir vous donne déjà des informations. Son expression de visage. Et la PNL s'attelle vraiment à observer l'humain. Mais observer l'humain pas seulement extérieurement, mais aussi dans son intériorité. Alors, cette discipline a été créée par Richard Bandler et John Grinder. Donc, c'était deux chercheurs, un mathématicien et un linguiste à l'école de Palo Alto. Donc, Palo Alto, l'école de thérapie brève la plus influente. Et c'était pendant les années 70. Richard Bandler devait faire quelques travaux pour les étudiants en psycho. Il devait associer chaque maladie à ce qui devait être fait pour contracter cette maladie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller mal, d'une certaine manière? Et bon, en faisant cet exercice, il a trouvé ça complètement bête. Et il s'est dit, mais pourquoi ne pas faire l'inverse? C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire pour me sentir bien? Pour justement ne pas contracter cette maladie. Donc, il a rencontré John Grinder, linguiste, et ils se sont inspirés de tous les thérapeutes les plus éminents de leur époque, dont Milton Erickson. Milton Erickson, c'est un hypnothérapeute, psychiatre et psychothérapeute aussi, qui lui a repris les travaux sur l'hypnose. L'hypnose qui était encore mystifiée, parce que au début des années 20, c'était la psychanalyse qui avait le vent en poupe. Et par la suite, les hypnotiseurs de spectacle se sont emparés de l'hypnose. Donc vous voyez très bien, aujourd'hui on a Mesmer qui vous fait faire l'Indien sur scène. Moi, ça ne me sert à rien de vous faire la poule dans mon cabinet. Et en fait, il a juste redécouvert quelque chose que les bouddhistes et les chamans savaient depuis des siècles, c'est que notre cerveau ne fait pas de différence entre le réel et l'imaginaire. Juste un exemple pour faire la connexion avec le stress. On fait beaucoup de visualisation dans notre quotidien. On anticipe les risques, les problèmes éventuels qui pourraient arriver. Par exemple, vous avez un examen important à passer, vous avez imaginé ce jour de l'examen, et rarement sous de bonnes ondes. Ce sera « Oh, et s'il arrivait un problème, à ce moment-là, imagine, ma voiture me lâche, je ne peux pas me présenter à l'examen. » Ou alors « Oh là là, et puis si je tombe sur une question où je ne sais pas du tout ce sujet-là, je ne le veux surtout pas. » Et à ce moment-là, quand vous le pensez, vous avez déjà une image mentale. Vous créez une image mentale. Une image mentale qui va vous provoquer des émotions. Des émotions qui seront de l'ordre de l'anxiété, et vous créez un mauvais stress. Et plus vous allez alimenter ce scénario intérieur de pensée, et rajouter des éléments stressants dans cette image mentale, plus vous allez stresser, plus vous allez être mal. Et à ce moment-là, votre corps réagit. Vous allez peut-être sentir vos muscles se tendre. Vous avez pu être ici et maintenant. Et vous allez sentir ce stress monter en vous.
Alors ça, on le fait tous, c'est très facile. Par contre, on peut faire la même chose pour la réussite d'un examen, pour quelque chose qui se passe bien. Si vous imaginez votre lieu idéal, ou si vous vous imaginez dans un lieu dans lequel vous vous sentez bien, vous allez créer cette image mentale de ce lieu. Je vais vous demander de faire l'exercice d'ailleurs. Pour ceux qui peuvent décroiser les jambes, pour juste être dans une position bien, voilà. Juste déjà, vous détendre un petit peu, vous allez vous recentrer sur votre respiration, simplement, pour revenir ici et maintenant. Vous n'êtes pas obligé de fermer les yeux, certains peuvent les garder ouverts, comme vous voulez. Dans tous les cas, la PNL marche les yeux ouverts. Déjà, vous pouvez sentir l'air frais qui rentre dans vos narines et que l'air est plus chaud lorsque vous expirez, simplement. Et là, je vais vous demander d'imaginer comme un écran devant vous. Un écran sur lequel apparaîtra un lieu dans lequel vous vous sentez particulièrement bien. Juste un lieu dans lequel vous vous sentez bien. Voilà. Ce lieu peut être déjà connu ou imaginaire, peu importe. Et je vais vous demander d'observer tous les éléments qui composent ce lieu. Observez chaque élément. Notifiez-les dans votre tête. Il y a peut-être des éléments que vous préférez, parmi d'autres d'ailleurs. Observez la couleur de ces objets que vous préférez. Très bien. Et en même temps que vous observez la couleur et les détails de chaque élément de ce lieu, je vais vous demander aussi de prêter attention aux bruits qui sont associés à cet environnement. Et le silence qu'il peut y avoir entre chaque bruit aussi. Et en même temps, de vous connecter à ce que ça vous fait. De voir et d'entendre toutes ces choses. Voilà. Et là, vous pouvez aussi prendre conscience de vos ressentis corporels, les ressentis corporels que vous avez, rien qu'en pensant à ce lieu. En profitez pleinement. Si vous voulez rajouter de la lumière à ce lieu, rajoutez un petit peu de lumière. Si vous voulez intensifier les couleurs, intensifiez les couleurs. D'ailleurs, vous pouvez même imaginer que vous avez un curseur sur la gauche ou sur votre droite et vous réglez les détails. Et quand le lieu est idéal pour vous, sur votre écran, comme vous voulez qu'il soit, vous pouvez appuyer sur un petit bouton Enregistrer, qui est à côté de l'écran, afin de conserver toutes ces sensations que vous avez en vous. Très bien. Et vous allez pouvoir revenir tranquillement, une fois que c'est fait. Ok. Alors il y en a qui vont me dire, c'est quoi la différence avec l'hypnose? Et c'est souvent là-dessus qu'échangeaient Richard Bandler et John Grinder. Parce que finalement, la PNL, c'est de l'hypnose, mais de façon plus protocolaire. On va mettre des exercices particuliers. Je vais déjà vous faire un schéma, ce sera plus parlant. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent ce schéma de l'iceberg ou du glaçon, qui représente votre cerveau humain. Donc en haut, on a votre conscience. Donc par exemple, des informations que je vous livre, du fait que vous devez les écrire, vous en êtes conscient. Et tout ça en bas, c'est l'inconscient. Alors l'inconscient, c'est quoi? Ça paraît mystique, comme ça. Déjà, c'est toutes vos fonctions biologiques. Votre corps qui
régule votre température corporelle, votre rythme cardiaque. Et hormis quelque chose qu'on a physiologiquement, qui est conscient et inconscient à la fois, ce serait quoi d'après vous? Non. Un truc, voilà, la respiration. Ah oui. Vous en êtes conscient quand on vous en parle. Et vous pouvez la contrôler. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Et quelques secondes après, eh ben, vous allez revenir ici à ce que je dis, vous aurez totalement oublié votre respiration. C'est pas pour autant que vous arrêterez de vous oxygéner. Heureusement, d'ailleurs. Mais l'inconscient, il fait ça, d'un point de vue biologique pour nous. Après, ce qui nous intéresse dans la thérapie, c'est tout ce qui est au niveau émotionnel. L'inconscient, si on veut rentrer en connexion avec lui, il faut parler en termes de métaphores, d'émotions, de symbolique. C'est comme un enfant, finalement. Un enfant, par exemple, vous allez jouer à Superman, je sais pas. Donc vous allez vous dire, tiens, je vais être le méchant, toi tu vas être Superman, tu vas me poursuivre partout. Et le gamin, il va gonfler le torse, il va s'imaginer avec une cape, il va se mettre à courir partout, trouver une énergie qu'il n'avait pas la minute d'avant. Et si vous ne correspondez pas aux règles de son jeu, eh ben, il va arrêter de jouer, il va pas être content. Voilà. Ça, c'est encore un exemple du cerveau qui ne fait pas de différence entre le réel et l'imaginaire. Les enfants se plongent plus facilement dedans. Ils ont cette faculté-là, parce qu'ils ne sont pas encore bridés par tous les concepts socio-culturels et les croyances des adultes. Donc déjà, pour parler à l'inconscient et pour créer des changements profonds au niveau neuronal, c'est mieux de parler son langage. Image, symbolique, émotion. C'est pour ça que l'administratif nous rebute autant, hein, parce qu'il n'y a pas d'émotion dedans. C'est très protocolaire. Et bien sûr, la mémoire, nos souvenirs. Nos souvenirs sont chargés d'émotions. Alors il faut savoir une chose, c'est que avant l'âge de 3 ans, notre système limbique est particulièrement actif, il est mature. Par contre, le néocortex, lui, n'arrive à maturation qu'à partir de l'âge de 3 ans. Donc tous les souvenirs que vous avez avant 3 ans sont souvent occultés. Il y a très peu de personnes qui se souviennent de choses d'avant 3 ans. Par contre, au niveau émotionnel, le système limbique, c'est ça, c'est l'émotionnel. Dans l'émotionnel, vous vous en rappelez. Ça donne quoi? Ça donne peut-être, ça vous est déjà arrivé de dire « c'est plus fort que moi, je ne sais pas ce que c'est là, mais bon, ça me fait ça, je ne sais pas pourquoi ». Peut-être qu'il y a une mémoire ancienne qui est liée à ça. Peut-être bien. Maintenant, 2 notions que j'ajoute, moi. 2 notions un peu plus spirituelles parce que je me donne la liberté de voir aussi d'autres courants et puis de pouvoir compléter chacune. L'ego et le mental. L'ego, on pourrait se le représenter comme tous les souvenirs occultés, les enfants intérieurs qu'on a laissés. Alors, je donne un exemple. Vous avez peut-être, même vous-même, un ami dont vous connaissez le potentiel. Vous savez qu'il sait s'exprimer, il dit des choses intéressantes, voilà, et puis vous l'aimez bien pour ça. Et quand vous arrivez dans un groupe social avec lui, eh ben, il se met en retrait, systématiquement. Alors que l'heure d'avant, il était avec vous et puis il était bien vivant. Et là, il est en retrait, fermé, il n'y a rien à faire. Et plus tard, vous lui dites « mais je comprends pas, pourquoi tu n'échanges pas avec les autres, tu sais dire, tu as des choses à raconter, tu devrais les partager ». Et cette personne va vous répondre « je sais, mais je sais pas, c'est comme ça, je suis comme ça ». Bon, ça pose pas de problème hein, si cette personne n'a pas pour ambition de faire des one-man shows ou de parler en conférence, voilà, là ça pose pas de problème. Mais la plupart des personnes qui viennent dans mon cabinet, c'est parce que justement, elles veulent surmonter un problème. Elles veulent faire des one-man shows et des conférences devant des personnes et qu'elles ont malheureusement ce problème qui les empêche de faire face. Donc avec cette personne, on a fait un protocole de PNL
on est remonté, il y a un protocole PNL qui s'appelle la ligne du temps. C'est super, il y a 3 instances sur cette ligne du temps. Il y a le présent, sur lequel la personne se met. Il y a le futur, qui peut être soit sur sa gauche ou sur sa droite. Parfois c'est devant, derrière. Et il y a le passé. Et on cible le problème dans le présent. Et pas forcément... Si, on va quand même s'intéresser à la pensée. On va quand même s'intéresser aux pensées au départ. Et là, on passe par le mental. C'est quoi le problème? Ok, je me braque socialement. Quand je suis devant un groupe, j'ai envie de parler, mais j'y arrive pas. Et ça, c'est vraiment chiant. Parce que j'ai une émotion qui est là. Je ne sais pas, une émotion d'angoisse qui me prend. Et je préfère me carapater. Ça me rassure. Ok. Là, on a 2 choses. On a la stratégie qui est employée et l'émotion. La stratégie, c'est le mental qui va la mettre en place. C'est-à-dire, vous allez sentir une angoisse qui va venir. Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Ah bah tiens, je vais me mettre en retrait. Comme ça, je serai tranquille. Et là, l'émotion d'angoisse, elle va baisser. Mais par contre, il y a une frustration derrière. Bah oui, mais j'aurais aimé m'exprimer. C'est dommage. C'est pour ça que la personne vient voir un praticien. Quand on est complètement identifié à son mental, c'est qu'on pense que la stratégie qu'on prend est la meilleure. Et la stratégie, elle devient comme un réflexe avec le temps. Plus vous vous comportez d'une certaine manière, et plus ce comportement deviendra automatique. C'est la règle de Hebb. C'est-à-dire, les neurones sont connectés par un synapse, tous. Hop, je vais les faire rapidement. Oui, ça ressemble un peu à ça, les neurones. Et chacun est connecté par un pont synaptique. Par exemple, l'émotion arrive. Plus l'émotion sera forte, plus le comportement sera justifié. Et du coup, ce pont synaptique va se renforcer. Ça va être très facile de vous comporter de la manière maladroite, entre guillemets. Donc, si vous êtes la personne qui se met en retrait, ce sera systématique, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Ça, c'est quand vous êtes identifié à votre mental. Mais quand vous avez pris conscience du problème, là, vous avez un recul. Et ce recul vous permet de changer votre comportement. Alors bien sûr, il ne suffit pas parfois de connaître le pourquoi de votre problème. Il persistera, parce que l'émotionnel sera plus fort. L'émotionnel a toujours le dernier mot, c'est l'inconscient. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en effet, on peut imaginer une ligne du temps sur le sol. Là, on demande au mental d'imaginer quelque chose. Ok, je vais l'imaginer comme ça. Le présent, c'est quelle couleur pour toi? Bon, ben, c'est transparent pour le moment. Ok, quelle sensation ça a sous tes pieds? Ah, c'est instable. C'est souvent comme ça quand il y a un problème. D'accord. Et comment ça fait quand c'est instable? J'aime pas. C'est pas bien. D'accord. Ok. Et ça, c'est vis-à-vis de ton angoisse? Oui, c'est comme ça quand je suis angoissé. D'accord. Et quand est-ce que c'était la première fois que tu as ressenti cette angoisse dans le passé? Et là, la personne va se déplacer dans le passé. Et elle va m'indiquer des situations. Et elle va se rappeler d'un souvenir. Ah, c'était à l'école, je ne m'étais pas imposé, et puis je me suis senti mal, voilà, comme ça. Ok. Là, je vais utiliser beaucoup de détails visuels. Je vais lui dire, décris-moi ce qui se passe. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que disent les autres? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? D'accord, ok. Et une fois que la personne a fini de décrire cet événement malheureux, je lui demande, est-ce que c'était la première fois? Et souvent, il y a encore une première fois qui est là. Et on remonte au plus loin. Est-ce que c'était la première fois? Bon, il faut 2 ou 3 fois. Cette personne en question, pourquoi elle se mettait en retrait? C'est parce que, à l'âge de 6-7 ans, elle avait osé répondre à son père, à table, et son père était, on va dire, un petit peu impulsif, il buvait un peu. Donc il a carrément poussé une gueulante en retournant la table et en mettant tout par terre. Donc qu'est-ce que la personne a enregistré? C'est que si je m'exprime, si je dis ce que je pense, même en pensant que c'est légitime, eh ben, je vais me prendre une agression, une gueulante. Je ne vais pas être aimé. Donc, quelle stratégie je vais utiliser? Je ne vais rien dire. Je vais garder tout ça en moi. Ce sera plus facile. Comme ça, je n'aurai pas à me confronter à cette émotion de panique, cette décharge émotionnelle, comme je l'ai eu dans le passé.
Donc la personne est debout sur la ligne du temps, les yeux ouverts, et elle ressent la chose, parce qu'elle voit la situation. Comme vous, quand vous imaginez une situation que vous êtes en train de rêvasser, déjà, votre cerveau est en activité, il est connecté aux émotions. On n'a pas besoin de vous mettre en transe hypnotique comme en hypnose, même si c'est toujours tentant. Parce que, comme là j'ai vu, certaines personnes ont ressenti le besoin de fermer les yeux. Et c'est OK, quand vous fermez les yeux, ça y est, vous entrez en immersion totale. Voilà. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, j'ai invité la personne à revenir dans le présent et à prendre comme une passerelle sur le côté. Et où elle pouvait voir ces événements, mais dissociés. Le mode dissocié, c'est quoi? C'est comme quand vous êtes devant votre télé, vous êtes spectateur, et vous voyez cette scène du passé qui se reproduit, avec vous dedans. Et à ce moment-là, vous avez votre recul d'adulte. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de cet enfant qui vient de se prendre une gueulante par son père? Ben, je trouve que c'est disproportionné. Ah bah, finalement, je trouve que c'est pas de sa faute, il voulait juste s'exprimer, simplement. Qu'est-ce que tu penses du monsieur, du père? Ah bah je pense que parce qu'il était mal dans sa vie, et ben il boit, et puis du coup ben, il fait un peu n'importe quoi, et il n'a jamais appris à gérer ses pulsions, et puis ses parents étaient durs avec lui. Et là, il y a un travail de pardon en plus qui se fait. C'est très fort. Un travail de pardon autant envers le parent, ça ne veut pas dire de cautionner ce que le parent a fait. Hein. On n'est pas forcé d'être d'accord. On peut très bien se dire « Ok, ça s'est passé comme ça. Je respecte le fait que la personne ne savait pas se maîtriser et n'a jamais cherché les outils. Maintenant, voilà, je ne suis pas d'accord avec ce comportement. Ok. Et à un moment, va venir le pardon vis-à-vis de l'enfant. L'enfant que vous étiez. Bah oui, c'était pas de votre faute. Voilà. Donc la personne va rentrer dans le cadre et va faire un processus de pardon avec cet enfant intérieur, qui n'est d'autre que lui-même. Donc là, c'est intense, en général. Il y a une réconciliation intérieure. Et par la suite, quand la personne est sortie de ce protocole, eh ben, elle sait que dans toutes les situations qui lui provoqueront de l'anxiété sociale, en groupe, elle sait qu'elle pourra s'exprimer sereinement, que ce n'est pas de sa faute, que les autres ne sont pas son père. Tout ce qu'elle pouvait savoir au niveau mental, déjà, parce qu'il y a des choses que vous savez, je sais, mais ben là, il n'y aura plus de mais, vu que l'émotion sera réglée. La personne aura vidé la charge émotionnelle en se réconciliant avec elle-même dans le passé. C'était pas prévu du tout, je vous fais carrément le détail d'un protocole. Bon. Excusez-moi. Oui. Mais du coup, le processus de pardon, il va être quand même plus long que le fait de mentaliser, de comprendre les origines. Ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est mieux de comprendre les origines pour pouvoir pardonner? Non, c'est que les personnes qui viennent, par exemple, pour te consulter, ouais. Il y a le fait de consulter, alors je ne sais pas en combien de séances, mais que le pardon ne va pas se faire au bout de 3 séances. C'est là ma question. En fait. Je sais, c'est normal que tu aies cette question-là parce que la thérapie, enfin l'univers de la thérapie, surtout en France, ça a été la psychanalyse à la base. Et une psychanalyse, c'est long. Parce que la psychanalyse, c'est la recherche du pourquoi. Et quand on a trouvé le pourquoi, c'est pourquoi cette réponse, et puis encore le pourquoi et le pourquoi. C'est pour ça qu'on dit que ça peut durer toute une vie. La PNL fait partie des thérapies brèves. L'hypnose, on estime 1 à 10 séances pour régler une problématique. Et encore, je trouve que c'est un peu long, mais après, ça dépend. Moi, en cabinet, en 3 à 5 séances, une problématique est réglée. Il y a des personnes qui peuvent être restées plusieurs années dans une même problématique et qui la règlent en 3 séances. Ça, c'est vu, c'est vrai. Alors après, si la personne est hyper analytique, comme ça arrive parfois, ça va être plus long. Parce que l'analyse, ça sert à quoi? Ça sert à apaiser l'émotion qu'on ressent. C'est j'explique, donc du coup, ça me rassure. Et ça me permet d'avoir une distance, mais il y a souvent une grande peur derrière. C'est je veux pas trop savoir et je suis... encore, ça dépend des individus, mais il peut y avoir de la complaisance derrière. Tout le monde n'est pas prêt à faire des séances de PNL. Et je suis d'accord, il y a des personnes qui vont dire « Bah alors, si la PNL règle les problèmes en 3 séances, pourquoi tout le monde n'y va pas ?» Et tout le monde n'est pas prêt. Je pourrais donner l'exemple d'une une personne qui est hypochondriaque,
plus ou moins, en tout cas. Et elle va peut-être me consulter parce que, ok, elle a entendu que l'émotionnel pouvait jouer sur ses maladies, elle en a marre d'être tout le temps malade, et voilà, donc qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire une séance d'hypnose miracle pour, ça y est, qu'elle n'ait plus de maladie? Je pourrais, mais ça ne durerait pas. Parce que ce serait mieux que la personne, avant, reconnaisse que le fait de provoquer des maladies, c'est peut-être associé au fait qu'on s'occupe de nous quand on tombe malade. Peut-être que dans son enfance, on ne s'est jamais aussi bien occupé d'elle que quand elle était malade. Là, c'est vrai que ça peut être intéressant de voir aussi dans le passé comment ça se passait dans la famille. Bon, j'ai un petit côté analytique aussi, donc c'est vrai que je vais aller un peu là-dedans. Mais la plupart des personnes qui viennent à mon cabinet, c'est des personnes qui sont déjà passées par plusieurs thérapeutes analytiques, qui comprennent leurs problèmes, mais maintenant qui n'arrivent pas à apaiser la charge émotionnelle. Donc le travail, c'est d'utiliser leur imaginaire pour pouvoir vider cette charge émotionnelle. J'ai répondu à ta question? Oui. Alors, oui. Quand j'entends une inspiration. Ouais. Ok. Mais donc du coup, dans la séance, il y a la séance et le protocole prend en compte le temps de la décharge émotionnelle. Ah oui, oui, parce que la séance peut durer, autant elle peut durer 20 minutes qu'elle peut durer 1h30. Voire c'est peut-être ça qui dure plusieurs séances quand on y revient. Tant qu'il y a une charge émotionnelle, en fait, il faut continuer à la Oui, oui. Et puis même, parfois, il y a des personnes, à la première séance, elles me parlent d'un problème, et puis finalement, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Que deuxième séance, finalement, c'était pas cette problématique de base, c'était vraiment une qui était plus enracinée encore. Mais c'est ça qui est intéressant quand les personnes reviennent sur 3 à 5 séances, c'est que je vois l'évolution et je vois un résultat en fait à chaque fois. Oui, c'est l'outil pour aller chercher l'émotion et après, en fait, le boulot, c'est de décharger l'émotion. Ouais. Après, on revient et tout. Complètement. Parce que quand on était enfant et qu'on a vécu quelque chose de traumatique, c'est que l'enfant ne pouvait pas vivre cette émotion pleinement. Ça l'aurait presque tué, on va dire, psychologiquement. Donc c'est comme si on laissait un double de soi dans le passé et qu'après on vivait avec cette énergie, cette émotion et puis qu'on recaptait comme par hasard les mêmes événements qui nous y ramenaient jusqu'à un jour on est assez mature, adulte, pour pouvoir y faire face. Donc c'est le moment de revenir vers cet enfant qu'on a laissé dans le passé avec ce recul qu'on a désormais et pour pouvoir l'aider à lâcher ça. C'est se soutenir mutuellement, c'est se récupérer sa famille d'une certaine manière, être unifié. Enfin, j'aime bien cette image-là, c'est comme ça que je la vois. Oui, mais du coup, Ouais. Décharger émotionnellement, en fait, à part le dire, Ah. ça fait, comment Ouais, et là il y a un truc, en effet, un point intéressant à développer dans ce que tu dis, parce que ça me rappelle le cas des personnes qui sont en dépression. Alors, je ne parle pas de dépression au niveau physiologique, je parle émotionnel. Pourquoi des personnes restent longtemps en dépression? Eh bien, le plus souvent, parce que dans ces personnes-là, il y en a qui disent « mais j'évacue, pourtant je pleure tous les jours, j'arrête pas, j'en ai marre ». Et bien parce que quand quelque chose de compliqué intérieurement arrive, ce n'est pas les pensées qui sont intéressantes. C'est l'émotion. Et on ne nous a pas appris à rester simplement sur l'émotion. Quand on dit à un enfant « pourquoi tu pleures ?», déjà il y a un jugement. C'est que tu ne devrais pas pleurer, tu devrais être en joie. Donc pourquoi tu pleures? Et on t'invite à chercher une raison. Donc on dit « ah, c'est pas bien de pleurer, donc il y a peut-être une raison, il faut que je la trouve. Il faut que je la trouve parce que sinon c'est pas bien. » Et on est habitué à toujours mentaliser nos émotions et quelque part à les laisser un peu de côté. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il y a des pensées qui viennent et finalement on alimente la pensée. On se dit mais c'est peut-être ça et pourtant j'ai essayé et ça marche pas. Ah, je suis nul. Ah, et puis ça devient de pire en pire et on nourrit une culpabilité. Le dépressif est majoritairement dans la culpabilité d'être dans l'état dans lequel il est. Et aujourd'hui les coachs, certains coachs en développement personnel vous diront il faut y aller de l'avant, il faut faire ci, il faut faire ça, des actions. Et bien parfois, je préfère vous dire, ne rien faire et rester avec son émotion et pleinement la ressentir, c'est ce qu'il y a de mieux. Pleinement la ressentir sans alimenter de pensée, c'est pas facile, on n'a pas eu l'habitude. Parce que
Et là, c'est du ressenti thérapeutique, on appelle ça la méthode Tipeee également. Je la fais avant de modifier quoi que ce soit, avant de faire les sous-modalités qu'on va tester dans un instant. C'est-à-dire, notre émotion, elle peut être localisée quelque part dans notre corps. C'est important de savoir où. D'avoir aussi sa texture. Est-ce qu'elle évacue une chaleur? Est-ce qu'il y a un poids? Est-ce qu'elle a une couleur également? Et bien sûr, ce ne sera pas agréable au début. La personne va se dire « mais j'aime pas contacter ça, moi je préfère faire autre chose pour mettre ça de côté. » Faire le ménage ou regarder la télé ou appeler des amis, sortir, bouger. Sauf que quand on fait ça, on met la poussière sous le tapis. On dit bon, l'émotion à plus tard, voilà, je veux pas. Là, dans le ressenti thérapeutique, on y va vraiment. C'est d'accord, tu as peur de vivre cette émotion, jusqu'où tu l'as vécue au maximum. Et là, il y a en effet, il y a une angoisse qui peut remonter parce que comme je vous dis, le cerveau ne fait pas de différence entre le réel et l'imaginaire. C'est « Ah, ça me tord les boyaux, j'aime pas du tout ressentir ça ». Et il y a l'angoisse, il y a la peur de la mort, simplement. Je vais mourir d'une certaine manière. Il est important, à ce moment-là, de garder à l'esprit que c'est illusoire, à nouveau. C'est imaginaire de croire qu'on va mourir parce qu'on ressent l'émotion. Donc… Comme tu le disais, il y a une époque, ça a pu être le cas. Ouais. C'est pas totalement aberrant qu'on ressente ça. De quoi? Attends, j'ai pas… C'est pas hyper aberrant qu'on ressente ça parce qu'à un moment donné, ça a pu être vital de ne pas ressentir ça. Exactement, ouais. Voilà, exactement. Mais aujourd'hui, si on est amené à ce travail-là, on est assez mûr pour le faire. Donc, le travail, c'est de ressentir l'émotion jusqu'au bout. Comment elle évolue, comment elle change. Est-ce qu'elle change après de localisation dans le corps? Est-ce qu'elle grandit? Est-ce qu'elle rétrécit? Et on observe, simplement. C'est presque de la méditation, hein. C'est-à-dire que vous avez un pied dedans et un pied dehors. Donc vous n'êtes pas totalement identifié avec l'émotion, ce qui me permet de ne pas enclencher des pensées, hein, du mental qui se met à tourner et puis à décompenser en plein milieu de mon cabinet. Et un pied dehors pour observer. Ah, c'est intéressant, c'est plus dans le ventre, c'est remonté à la gorge. D'accord, ah, et puis ça me déchire un peu la gorge. Ben tiens, plus j'observe ce déchirement-là, et plus, ben tiens, ça fait comme des picotements. Puis, oh, ça part, c'est léger. Ah, il y a quelque chose de léger qui s'installe. Oh putain, c'est beau. Voilà. Ouais, j'ai dit un gros mot. Le plus souvent, ces angoisses-là, quand elles sont vécues, elles laissent place à quelque chose de plus lumineux, de plus léger. Je ne sais plus qui disait ça, Dieu cache les plus belles choses derrière nos plus grandes peurs. L'anxiété pour vous, elle se manifeste comment? Et là, je vais vous parler du corps, dans votre corps. Qui a localisé l'anxiété dans son corps? Oui, là-bas? Ouais. Dis-moi. C'est plutôt une boule au niveau de la gorge. Une boule au niveau de la gorge. D'accord, ok. Je vais te demander d'imaginer de la sortir de ta gorge et de la visualiser sur un écran. Ouais. Ok, elle est comment? Elle est assez imposante ou elle est petite? Elle est assez grosse quand même. D'accord. Elle a une couleur? Ouais, je dirais qu'elle est un peu chamarrée. Voilà, elle est noire, grise, marron, enfin… Ouais. D'accord, ok. Je vais te demander de bien regarder cette boule. Voilà. Et de ressentir ce que ça te fait, de la voir comme ça. À l'extérieur? Ouais. Ça m'angoisse. Ça t'angoisse, d'accord, ok. Et dans un instant, on va la mettre à 3. 1, 2, en rose. 3. Ok. Qu'est-ce que ça fait au niveau de ton angoisse de l'avoir mis en rose, comme ça? Je dirais que l'angoisse est toujours là, mais par contre c'est moins… J'ai l'impression qu'il y a c'est comme si c'était léger, plus plat. Plus léger, plus plat. Moins volumineux, enfin moins en volume. Et est-ce que c'est mieux pour toi? Que ce soit moins en volume, plus léger, plus plat? Oui, c'est mieux. D'accord, très bien. Et dans un instant, on va rétrécir la taille de la boule. T'es d'accord? Ouais. Ok. À 3. 1, 2, 3. On la rétrécit de double. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. D'accord. Ok. Oui.
Ok. Et tu peux imaginer même un curseur sur la droite, et tu vas déplacer ce curseur jusqu'à la rendre toute petite, toute rikiki. C'est fait. Et c'est comment? Bah, c'est beaucoup plus agréable. En fait, Ok. elle a disparu, on va dire. Elle a disparu. Ok. Et si tu devais mettre quelque chose de plus apaisant maintenant à la place? Un objet qui t'apaise? Ouais, je mettrais là ce qui vient à l'esprit là tout de suite, c'est un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs. Ouais. Super. Des fleurs qui sont toutes de la même couleur ou qui sont différentes? Alors, justement, plein de couleurs en fait. Plein de couleurs, très bien. Ouais. Rose justement, du bleu, violet. Ok. J'imagine des tulipes en fait. Super. Ben, regarde bien ces tulipes, ressens ce que ça te fait, et tu vas les intégrer à nouveau au niveau de ta gorge. D'accord? Voilà. Merci. Ouais, Là, on est d'accord que c'est juste superficiel. Hein, c'est superficiel. Ouais, ouais. Là, c'est juste des démonstrations. Non, non, c'est juste des démonstrations. Pour certaines personnes, ça pourra très bien aussi un ancrage. Alors, on parlait d'ancrage tout à l'heure, pour lutter contre le stress. Ça pourra marcher pour certains, et pour d'autres, non, parce qu'il y a une croyance limitante qui est derrière, et qu'il faut aller explorer en cabinet. Et une fois qu'on a réussi à désamorcer la croyance limitante, là, oui, les ancrages marchent, tous ces trucs superficiels en démonstration, c'est plus facile à utiliser. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, je vous ai fait, c'est déjà 1 heure, et moi j'ai l'habitude des conférences de 2 heures. Ce qui va se passer maintenant, c'est que vous avez sûrement des questions. Donc moi, je suis au café juste à côté, juste après. Et ben, ce sera discussion libre. Vous me posez toutes vos questions sur des situations que vous avez vécues ou des choses que vous pouvez observer ou plus d'informations sur la PNL et l'hypnose de façon générale. Comme ça, on pourra prendre notre temps. D'accord? J'espère que je vous ai apporté quelques éclairages, bien que c'était peut-être un peu fouillis, mais au moins, le travail était fait. Merci. Merci à vous.